Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Stéphanie Charbonnier. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin. C'était pas facile de vous convaincre de venir parce que votre parole est très rare. Vous êtes plutôt une femme de l'ombre. C'est vous qui, au fond, êtes à la tête de toute la lutte contre les stupéfiants en France. Votre job, officiellement, c'est chef de l'Office anti-stupéfiants. On va donc parler avec vous de trafic de drogue, de lutte contre le trafic de drogue. Ça touche désormais tous les territoires. Comment lutter? Votre métier, il est au fond au carrefour de toutes les délinquances et de toutes les violences, de l'insécurité du quotidien jusqu'au crime organisé. Vous luttez contre tous ces échelons du trafic de drogue. Vous allez nous donner les chiffres, les tendances et vous allez nous expliquer quels sont vos moyens pour lutter contre le trafic. Vous avez dit une fois, j'ai l'impression de vider l'océan à la petite cuillère. Et je voudrais qu'on commence par tirer un fil. Nous, les médias, nous, les Français, ce qu'on voit, c'est en général le règlement de compte. C'est ça qui fait du bruit. Et quand il y a un règlement de compte, on en parle. Quand on tire le fil, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces règlements de compte? Alors, le sujet des violences criminelles est évidemment très très important quand on lutte contre les trafics de stupéfiants, parce que lutter contre les trafics, c'est également lutter contre toute la criminalité connexe à ces trafics. Ce sont bien sûr les violences criminelles, les enlèvements, les séquestrations, les homicides. Nous voyons actuellement beaucoup de règlements de compte entre trafiquants, avec des trafiquants qui sont prêts à utiliser des armes de guerre pour régler leurs comptes entre eux. Et quand vous dites, je vous arrête déjà un instant, quand vous dites nous voyons beaucoup de règlements de compte, est-ce que ça veut dire qu'on en voit plus qu'avant ou est-ce que ça n'est qu'une impression? Alors, il y a une augmentation de ces violences criminelles sur la dernière année. C'est le résultat aussi d'une lutte contre ces trafics, c'est-à-dire que plus on est actif en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants, plus on dérange ces trafiquants et plus on dérange leur activité. Plus 60% de règlements de compte. Quand vous dites tout cela, c'est aussi la réalité de nos actions. C'est-à-dire, au fond, c'est un peu comme quand on donne un coup de pied dans une fourmilière, évidemment, ça s'agite. Est-ce que le niveau auquel il faut qu'on regarde les choses, c'est le niveau local, c'est-à-dire ces règlements de compte, avec parfois d'ailleurs des balles perdues, ça a été parmi les drames de ces derniers temps. Mais est-ce qu'il faut regarder aussi au départ, c'est-à-dire qui sont les donneurs d'ordre? Si on remonte le fil, est-ce que les donneurs d'ordre, ils sont locaux, ils sont là, ils sont à Marseille, mais aussi dans de nombreuses autres villes de France désormais? Est-ce qu'ils sont à l'étranger? Ou est-ce que vous cherchez l'origine, la source? Alors, tous les aspects dans les trafics de stupéfiants doivent être pris en compte. 2020, c'est la mise en place d'une réforme très importante en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants. C'est la création de l'Office anti-stupéfiants, l'OFAST, que je dirige depuis cette date-là. Cette structure, c'est le chef de file de la lutte contre les trafics de stupéfiants. Qu'est-ce que ça veut dire être chef de file de la lutte contre les trafics? Ça veut dire coordonner les acteurs entre eux. Ça veut dire faire en sorte que tous les acteurs qui luttent contre ces trafics, des policiers, des gendarmes, des douaniers, bien sûr, avec la justice qui pilote les enquêtes, que tous ces acteurs se parlent. Avant, ils bossaient chacun du renseignement. Et maintenant, c'est vous qui dirigez tout ça. On a un rôle de coordination extrêmement important. Ensuite, vous avez parlé de niveau de lutte contre ces trafics. Il y a bien sûr un traitement au plus près des territoires et un partage du renseignement qui doit se faire entre tous ces acteurs au plus près des territoires pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice dans le démantèlement des structures. Ensuite, il y a un niveau plus national, où on doit démanteler des équipes en profondeur, des équipes qui importent, des équipes qui distribuent des produits stupéfiants sur le territoire. Et ensuite, il y a toute la dimension internationale qui est essentielle pour lutter contre ces trafics. Et là, j'imagine qu'il y a une coordination aussi avec d'autres pays. Vous disiez au plus près des territoires. Est-ce que là, si on commence encore une fois à ce niveau-là, cette échelle-là, avant de tirer le fil et de remonter avec vous jusqu'à l'étranger, jusqu'aux donneurs d'ordre et jusqu'à la production même de la drogue, on peut parler point de deal, on peut parler aussi consommateur. Ça, c'est assez nouveau dans le vocabulaire des politiques. Ils ne veulent plus juste s'attaquer aux trafiquants, mais aussi aux consommateurs, sur lesquels ils mettent une forme de responsabilité. Si vous achetez, c'était les mots d'Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, qui parlait de ceux qui fument un joint le samedi soir et qui, en réalité, participent à la criminologie, qui participent au trafic. Effectivement, il faut partir de là, il faut partir du consommateur. Alors, il y a bien sûr le sujet des consommateurs, c'est extrêmement important. La lutte contre les trafics de stupéfiants, la guerre contre la drogue, elle ne se mène pas seulement en démantelant les trafics. C'est bien sûr l'approvisionnement, puisqu'il faut assécher la ressource, mais c'est aussi toute la demande formulée
par les usagers, qui est très importante en France. On a un niveau de consommateurs plus en France. C'est la disponibilité du produit également qui crée cette demande. Donc on doit jouer sur tous les leviers. C'est-à-dire que vous avez la politique publique qui est portée par l'OFAST aujourd'hui, qui est une politique publique très répressive, le plan stupéfiant, qui associe tous les acteurs. Mais à côté de cela, il y a également tout ce dispositif de prévention, de campagne de prévention. Et je pense qu'on peut aller encore plus loin en termes de prévention avec peut-être des campagnes choc qui amèneraient une responsabilité des consommateurs. On avait parlé aussi de la question de drogue et drogue au volant. On a vu beaucoup de campagnes contre l'alcool, mais finalement très peu contre la drogue. En raison d'une forme de tabou, puisque c'est officiellement interdit de consommer des drogues en France, si on faisait des pubs pour dire attention, il ne faut pas consommer de la drogue et aller au volant, ce serait une forme de reconnaissance qu'il y a des consommateurs. C'est de l'hypocrisie totale, ça. Je pense personne n'est naïf sur le fait qu'il y a des consommateurs de drogue en France. Le choix qu'a fait le gouvernement, c'est de maintenir une politique répressive, y compris pour les usagers. L'usage de stupéfiants reste un délit. Il est aujourd'hui possible de poursuivre ce délit avec une amende forfaitaire délictuelle qui apporte une réponse pénale concrète, une réponse pénale pécuniaire envers ces consommateurs. Et c'est déjà un premier moyen de les responsabiliser. Stéphanie Charbonnier, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que vous êtes donc la chef de l'Office anti-stupéfiants. Quelle est votre priorité aujourd'hui ? Alors nous avons plusieurs priorités. Nous avons bien sûr cette politique publique que l'on conduit depuis janvier 2020, associant tous les acteurs. C'est une politique publique qui est résolument interministérielle, tournée également vers l'international, tournée vers toutes les formes de trafic de stupéfiants, c'est-à-dire que on prend bien sûr en compte l'entrave aux produits, mais on prend aussi et surtout en compte le démantèlement de ces organisations criminelles, les attaquer à travers le blanchiment, à travers la corruption, puisque le sujet de la corruption est un sujet très très important quand on parle de trafic de stupéfiants, quand on parle de stupéfiants qui arrivent dans les ports. C'est de la corruption publique. Nos propres douaniers. C'est de la corruption publique, c'est de la corruption privée. Ça peut être des douaniers, des policiers, des gendarmes, des magistrats, des greffiers. Toute la société peut être atteinte. Je dis bien peut être atteinte. Je ne dis pas que toute la société est atteinte par ce phénomène de corruption, mais on a un devoir de prévention sur cette thématique. La drogue aujourd'hui. Alors elle passe par beaucoup de vecteurs. Les trafiquants les organisations criminelles sont très agiles et très adaptables. Quand on parle de cocaïne, on est à 75% sur le vecteur maritime, que ce soit par container ou avec un transport par bateau. Ça arrive dans les ports français. Ça arrive dans les ports français et européens. Je voudrais rappeler quelques chiffres. Les grands ports européens les plus touchés sont les ports d'Anvers et de Rotterdam. Le port du Havre arrive bien après ces ports-là en termes de quantité, puisqu'à Anvers, ce sont 110 tonnes de cocaïne qui ont été saisies en 2022, alors que nous sommes à un peu plus de 10 tonnes au port du Havre. Donc nous avons vraiment des plateformes portuaires dans le nord de l'Europe qui sont très très impactés par ces trafics et par ces organisations criminelles. Majoritairement par bateau. Exactement. Alors majoritairement par bateau et une partie par le vecteur aérien avec le phénomène des passeurs, les mules qui arrivent notamment du territoire guyanais à destination de l'Hexagone. Comment ça marche ces histoires de mules ? Est-ce que vraiment il y a, comme on voit dans les films, des gens qui ingurgitent des capsules de cocaïne et qui, au péril de leur vie, prennent l'avion et arrivent ici, c'est bien ça, c'est effectivement ça. Alors vous avez plusieurs modes de transport possibles, mais effectivement, on a des organisations criminelles qui exploitent la vulnérabilité sociale de ces passeurs, puisque généralement ce sont des populations extrêmement pauvres qui sont dépourvues d'emploi, qui n'ont pas de moyens et qui, pour 3 000 € vont traverser l'Atlantique par avion avec de la cocaïne dans le corps. Cela peut concerner également, quand je vous parle de vulnérabilité sociale, des populations très jeunes. On a eu des mineurs, on a eu des mamans accompagnées de leurs enfants, des femmes enceintes. Donc ce sont vraiment, je dirais, une absence de Ça veut dire que la détresse est telle qu'une femme même enceinte va jouer ce jeu-là. Pour 3 000 €, vous avez des personnes qui sont prêtes à exposer leurs enfants ou qui sont prêtes à s'exposer même personnellement au risque d'avoir une overdose en cours de vol si l'ovule explose.
Vous parlez de cette vulnérabilité sociale. Est-ce que ça n'est pas aussi le cas et ce qui maintient certaines populations sur le territoire français dans une vulnérabilité sociale? On voit les guetteurs au tout début de la chaîne de décision et de hiérarchie. Hein. C'est comme tout business. Il y a une hiérarchie, il y a des donneurs d'ordre et puis il y a les petites mains sur le terrain. Comment on rentre là-dedans? C'est-à-dire que vous qui avez analysé aussi le rôle de chacun, comment on rentre là-dedans quand on a 8 ans, 10 ans, 15 ans et qu'ensuite, progressivement, on retrouve, y compris parfois jusqu'à des tueurs à gages qui ont une vingtaine d'années, comme certains ont été arrêtés, y compris à Marseille il y a quelques mois? Vous avez parlé tout à l'heure de campagnes de communication, de prévention. Aujourd'hui, il y a une image positive du trafic de stupéfiants, une image positive de l'ascension aussi par le crime. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très, très important qu'il faut avoir à l'esprit. Vous voulez dire qu'eux, ils sont très bons en com, en fait? Non, c'est-à-dire que vous avez des individus qui ont l'impression que leur vie sera plus agréable et plus facile en travaillant de cette manière-là. Effectivement, vous pouvez gagner beaucoup d'argent et très très vite grâce au trafic de stupéfiants. Mais la conséquence est terrible puisque derrière, vous avez toutes les violences criminelles que l'on voit, avec une violence entre trafiquants qui est sans commune mesure. Aujourd'hui, une véritable spécialisation du travail, des individus qui, dès leur plus jeune âge, se retrouvent guetteurs ou qui se retrouvent à distribuer des produits stupéfiants sur les points de deal. Notre rôle, c'est celui aussi d'intervenir au plus tôt, puisque cette ascension par le crime, on doit y mettre un terme le plus vite possible en travaillant sur le démantèlement des organisations criminelles, en ne laissant pas ces individus prospérer et monter en puissance. Au fond, les libérer eux-mêmes de cet engrenage dans lequel ils ne se rendent pas forcément compte qu'ils rentrent parce qu'ils ont l'impression, l'illusion qu'ils vont réussir du coup à avoir de l'argent facile, à devenir effectivement un peu des stars auprès de leurs camarades, de leurs copains. Comment on fait pour mettre fin à ça? Comment on fait pour arrêter ça très tôt? Alors vous avez bien sûr le rôle de la police, le rôle de la justice, le rôle des forces de sécurité intérieure pour lutter contre ces trafics. Mais la guerre contre la drogue, ce n'est pas seulement le travail des forces de l'ordre, c'est aussi un travail très collectif où chacun doit jouer un rôle. Il y a des sujets d'éducation et d'accès également à certaines prestations que des jeunes dans les quartiers peuvent ne pas avoir. Vous disiez, Stéphanie Charbonnier, qu'il y avait effectivement les règlements de compte, mais qu'il y avait tout le reste de la violence. C'est-à-dire que cette violence entre eux, quand il y a un mort, ça n'est que le phénomène le plus lointain. Mais il y a aussi de la torture, il y a de la séquestration, il y a une violence psychologique, il y a une menace sur la famille. Tout ça, ça se passe sur le territoire français. Je pense que tout ça, il faut l'avoir à l'esprit. Ça se passe sur le territoire français, mais ça se passe aussi chez nos voisins. On a eu des exemples aux Pays-Bas notamment ou en Belgique de menaces contre des personnalités publiques, des règlements de compte et des meurtres de journalistes ou d'avocats. Et ça, c'est aussi la réalité. C'est-à-dire qu'on a des organisations criminelles extrêmement puissantes et déterminées pour arriver à leur fin, puisque elles brassent des millions d'euros. Et ça, je pense qu'il faut vraiment l'avoir à l'esprit. En France, ce sont environ 21 000 personnes, l'évaluation qui est faite, 21 000 personnes, 21 000 emplois qui sont créés par les trafics de stupéfiants. C'est 240 000 personnes qui vivent directement ou indirectement des trafics de stupéfiants. Je crois que tout cet aspect-là, il faut vraiment l'avoir à l'esprit en permanence pour orienter notre action. C'est-à-dire que notre action, mais c'est gigantesque. C'est-à-dire qu'on se dit effectivement, quand vous commencez à parler des volumes, non seulement de personnes qui sont impliquées, mais aussi des volumes d'argent, hein, c'est colossal. Ça représente quoi comme chiffre d'affaires en fait en France? Le chiffre d'affaires des trafics de stupéfiants est évalué à 3 milliards d'euros par an. Donc c'est un montant qui est très élevé, qui est conforme aux tendances européennes que l'on observe. Le prix de la cocaïne est aujourd'hui aussi très élevé, même si il a tendance à stagner en raison de la disponibilité du produit. C'est entre 28 000 euros et 35 000 euros le kilo, dès lors qu'il arrive sur l'Hexagone, puisque la traversée de l'Atlantique conduit à le multiplier quasiment par 10. Un mot d'ailleurs sur la cocaïne, puisque c'est aussi une des nouveautés, l'élargissement du nombre de consommateurs de cocaïne, l'abaissement, même s'il reste élevé, du prix.
Est-ce que c'est une des conséquences, c'est ce que disait par exemple Frédéric Ploquin que j'avais reçu sur RMC, qui disait que c'était l'une des conséquences aussi indirectes du confinement, c'est-à-dire que les trafiquants de drogue ont subi le confinement comme tout le monde, et donc la fin des possibilités de transit de la drogue, ils se sont retrouvés avec beaucoup de stocks qu'ils ont voulu écouler, et qu'en l'écoulant, ils ont fait baisser les prix et qu'ils ont inondé le marché, notamment le marché français. Alors, vous avez globalement plusieurs phénomènes qui expliquent l'augmentation des saisies de cocaïne qui sont réalisées et de l'arrivée de cocaïne sur le territoire. Vous avez d'abord l'augmentation de la production de cocaïne depuis les pays producteurs que sont la Colombie, la Bolivie, le Pérou. Et donc, plus de produits qui arrivent en Europe. Il y a effectivement des consommateurs qui sont plus nombreux en France, mais également chez nos voisins européens. L'autre point très important, c'est la proximité avec ces zones de production, puisqu'il ne faut pas oublier la zone Caraïbe ou même la Guyane française, qui permettent d'être des zones de rebond pour ces organisations criminelles et permettre à la cocaïne d'arriver sur le territoire français. Quand on voit l'ampleur que ça a, c'est-à-dire le volume d'argent, le nombre de personnes impliquées, et quand on voit au regard de ça les moyens que vous avez, parfois, en effet, on doit se dire, comme vous l'avez dit, qu'on a un peu l'impression de devoir vider la main avec une petite cuillère, quoi. Alors, les moyens ont été renforcés. Et puis, vous avez l'OFAST, bien sûr, qui est le chef de file de la lutte contre les trafics de stupéfiants, mais vous avez aussi tous les acteurs policiers, gendarmes, douaniers qui luttent contre ces trafics au quotidien. L'OFAST, aujourd'hui, c'est 200 personnes dans une structure centrale. C'est 24 implantations territoriales avec près de 600 personnels répartis partout sur le territoire hexagonal, territoire ultramarin, et avec une action résolue et un véritable travail en réseau sur le haut du panier, sur le haut niveau des panier, sur le haut niveau des trafics. Ce sont les trafiquants, français ou étrangers, aujourd'hui, qui conduisent ces trafics. On n'est pas en matière de... Ils sont où ? Ils sont à plusieurs endroits. Ils sont bien sûr dans certains pays du Maghreb, et on a une action résolue avec nos partenaires étrangers. Certains sont implantés également à Dubaï, où ils s'y sont installés. Et là encore, nous avons une action résolue avec nos partenaires. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Conduire cette coopération internationale, être en permanence en contact avec nos partenaires étrangers, c'est le rôle de l'OFAST. C'est le rôle de l'OFAST que de conduire cette coopération internationale et de l'améliorer au quotidien. En matière de trafic de stupéfiants, je crois qu'il faut d'abord, première chose, ne pas être naïf, ne pas croire qu'on asséchera ne pas croire qu'on asséchera complètement les trafics. La deuxième chose, c'est être humble aussi face aux menaces, mais en avoir parfaitement conscience, et derrière avoir une action résolue et coordonner des acteurs entre eux. Stéphanie Charbonnier, je voudrais qu'on dise un mot de la manière dont ça a touché désormais tous les territoires. On a l'impression que jusqu'à présent, trafic de drogue, on voyait Marseille, c'était presque une imagerie nationale. Désormais, pour le coup, il y a Valence, il y a Nice, il y a même Nantes, il y a Montpellier, il y a la Moselle. Tous les territoires sont désormais touchés. Comment vous expliquez cette manière que ça a eu de descendre et de toucher désormais tous les territoires, y compris les territoires ruraux ? Aujourd'hui, les trafics de stupéfiants n'épargnent aucun territoire. Les violences criminelles sont associées à ces trafics de stupéfiants. Donc, il est logique qu'elles existent et qu'elles soient la conséquence de ces trafics. Notre action, elle n'est pas limitée sur les grandes métropoles. Elle est bien sûr concentrée sur des points stratégiques. Vous avez parlé de Marseille. Une source d'inquiétude de vous dire, bon, avant c'était déjà dur, mais au moins, voilà, c'était à peu près dans des territoires que l'on maîtrisait. Désormais, c'est absolument partout. Comment réussir ? Je vois, ne serait-ce que la réalité de la sécurité ou l'insécurité que ça engendre. On a l'impression qu'on nous promène les CRS 8 d'une ville à une autre, comme on bouche un trou quand sur un tuyau, il y a un autre trou. Vous savez, quand l'OFAST a été créé en 2020, on a mis en place dans chaque département des cellules de renseignement qui permettaient de mettre ensemble les acteurs chargés de la lutte contre les trafics pour qu'ils se parlent et pour qu'ils partagent du renseignement entre eux. Ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui fonctionne bien, qui permet de mieux coordonner les acteurs dans les territoires, et aucun territoire n'a été exclu. Parce que je crois qu'aujourd'hui, ces trafics, on le sait, ils touchent tous les territoires, et l'action, elle doit être
équivalente partout. Vous avez certains territoires comme Marseille ou Le Havre qui sont des points d'entrée majeurs en raison de l'implantation des ports dans ces villes-là. Donc on y a une attention particulière et une action particulière sur ces deux points. Néanmoins, aucun autre territoire n'est épargné et n'est exclu surtout de notre travail. Nous avons bien sûr le travail sur les ports, mais vous avez tout le vecteur routier dont on n'a pas parlé, qui permet aussi à travers soit des grands ensembles routiers, des camions ou dans des véhicules plus modestes, de transporter des quantités importantes également de cannabis. Donc tout ça, Vous êtes confiante? Bien sûr que je suis confiante. Comment ça se passe de vivre ça au quotidien? Vous êtes confiante, vous vous dites on va y arriver? Mon action, elle est résolue. Depuis 2020, on ne lâche pas. On conduit une stratégie qui est conforme à celle que nous nous sommes fixées. On l'adapte aussi, bien sûr, parce que les trafics évoluent. Et notre travail, c'est de savoir s'adapter au quotidien à cette menace. Merci beaucoup, Stéphanie Charbonnier, en tout cas d'avoir pris le temps de nous expliquer votre rôle et la manière dont ça se passe. Je rappelle que vous êtes la chef de l'Office anti-stupéfiants. Merci d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h53 et vous êtes bien sûr à RMC BFM TV.